force de parler de la Sibérie, du froid, de voir les images, j'ai eu froid. Chapitre 8. Le 2 janvier, Gennady, un ami de Jean-Pierre, m'a gentiment déposé avec sa belle voiture à la gare routière. Mais d'abord, il a pris un copieux petit déjeuner sibérien à mon hôtel. Stupéfaite, je le regardais manger. Il était 8 heures et je n'avais pas faim. Il y avait des choses improbables. Boulettes de viande, salade composée, pelmeni, cannelloni, œufs durs, beurre, pain noir. Ce festin était beaucoup plus sérieux que les petits déjeuners nordiques que nous connaissons tous. Il était 9h02 lorsque nous sommes arrivés à la gare. Le bus partait de 23 minutes. J'ai eu la dernière place. Quelle chance! Pour prendre le billet au guichet, le passeport était demandé. Pour embarquer dans le bus, non seulement le ticket, mais le passeport était encore une fois contrôlé. Alors qu'on peut traverser la France sans jamais voir le contrôleur. Le bus était très vieux. Il faisait très froid à l'extérieur. Les fenêtres du bus étaient givrées de l'intérieur. Je ne pouvais pas voir les paysages Je ne pouvais voir les paysages que par la grande vitre du conducteur. L'arrivée dans la prochaine ville étape était prévue pour 16h28. Je serais à ce moment-là à 250 km de mon village. 7 heures de trajet sur cette route blanche, comme le reste du paysage, des champs et des forêts enneigées à perte de vue. J'espérais que le conducteur voyait bien la route. J'étais nerveuse. Plus de 400 km parcourus, avec quelques arrêts que je reconnaissais, qui n'ont pas beaucoup changé. Je suis sortie à chaque fois pour prendre des photos et j'ai eu plaisir à les envoyer à maman et à mon frère. J'étais dans l'arrêt du couvert de mon pays natal. Surexcitée, je n'ai pas fermé l'œil dans le bus, même si la nuit d'avant à l'hôtel, j'avais déjà peu et mal dormi. Les rêves étaient étranges. Placé tout derrière, près du moteur très bruyant, j'ai eu terriblement chaud. Lors d'une halte, je me suis changée grâce à une femme qui m'a tenu mon lourd manteau au mouton comme par avant. J'ai mis une robe à manches courtes, j'ai réussi à déglacer un petit cercle sur la fenêtre pour regarder dehors. Le reste n'a jamais fondu. Un pays en vacances? Je suis descendue du bus à la gare ferroviaire. La nuit était tombée, il faisait très froid. Les rues d'Abacan étaient désertes, alors qu'il y a environ 190 000 habitants. J'ai demandé où se trouvait l'hôtel le plus proche, mais je n'arrivais pas à avancer sur les routes glacées. Je glissais avec ma belle valise blanche. J'ai fini par prendre un taxi qui m'a déposé à l'hôtel pour 2 € seulement. Une fois installée, au prix de 45 € dans cette ville paumée de Sibérie, par une dame peu aimable et sèche, j'ai pris une douche chaude. Courageuse, motivée, je suis allée à pied à la gare routière pour me renseigner sur les bus à la destination de Karatouskaya. Il n'y en avait pas. C'était les grandes vacances scolaires, pas d'étudiants, pas de bus. Jean-Pierre m'avait bien dit que je trouverais un pays en vacances. Beaucoup de choses étaient fermées. Une trentaine de personnes de tout âge se préparaient à dormir dans la gare froide. Installés sur les sièges métalliques bleus, glacés et inconfortables, la gare était sale, même si une femme assez ronde passait la serpillière. Triste image. Démotivée, j'avais froid jusqu'à l'os.
tout mon corps tremblait. Hors de question de refaire le chemin vers l'hôtel à pied. Je me suis dirigée vers un taxi. Oui, j'avais très peur de m'adresser à cet homme. Les souvenirs de la Russie ancienne. Il portait un jogging, marque Adidas, une veste en cuir et une chapka. Son look me propulsait 25 ans en arrière. Il sentait fort la cigarette. Je lui ai demandé de téléphoner pour pouvoir indiquer l'adresse. Me passait son vieux Nokia à touche. Voyant mon super iPhone, il ne comprenait pas pourquoi je n'appelais pas avec mon propre téléphone. Le fait que je débarquais là de la France lui paraissait impossible, miraculeux et que je n'avais pas de forfait pour le moment. Mon oncle m'a dit qu'il ne pouvait pas me recevoir. Il était mon seul ancrage à ce moment-là, le souvenir le plus vivant et comme un phare lumineux dans cette nuit épaisse et dans ce froid inhumain. Je ne sais pas d'ailleurs si je tremblais de froid ou de peur. J'ai ressenti une grosse boule dure et piquante apparaître dans ma gorge. Elle me faisait très mal, tellement elle était réelle et angoissante. Dans mes souvenirs lointains, mon oncle avait la plus grande maison. Si même lui ne pouvait pas me recevoir, que ferais-je ici? Je resterais à l'hôtel, en ville, encore assez loin de la destination finale. Dans mon village, il n'y avait pas d'hôtel. Ça, c'est sûr. Je me sentais rejetée et abandonnée, seule dans mon pays inconnu. Il m'a donné l'adresse de sa sœur, ma tante Nadège. Nadège en russe veut dire espoir. Elle vivait maintenant ici, dans cette ville, tout proche. Elle est sortie de ce petit village. Comment a-t-elle fait avec ses 4 enfants et avec son salaire de professeur? Ce n'est pas possible. J'ai tellement à découvrir. Je veux tout savoir. Tout m'intéresse. Curieuse, j'aimerais toujours savoir d'où vient cette forte envie de connaître les vies des gens. C'est viscéral et c'est permanent. Ma tante, Sergueï, comme s'il n'y avait que des Sergueï en Russie, le gars du taxi m'a déposé chez elle pour 4 € seulement. Sans aucun plan précis en tête, impatiente de les retrouver, je voulais juste commencer par prendre un thé. J'avais besoin de comprendre ce que j'allais faire ici, de sonder la Russie, l'atmosphère familiale. J'ai eu un adorable accueil. Son mari Victor est sorti pour m'accueillir dehors. J'étais touchée. J'étais heureuse d'apprendre que ma tante Nadège, professeure d'histoire et géographie à l'époque, vivant dans un tout petit village voisin du mien, résidait maintenant dans cette ville. Elle avait réussi. J'ai très vite su comment. D'abord, Nadège et Victor ont échangé leur très grande maison de village, bois de chauffage pour 3 ans, charbon et une voiture en plus contre un 2 pièces en ville au 5e étage. Ils l'ont habité à 6, 2 adultes et 4 enfants pendant 3 ans. Elle allait vendre sur le marché tout un tas de choses soutenue par son mari qui faisait chauffeur et les 4 enfants qui aidaient aussi activement. Ils ramassaient les baies de saison, elle les vendait. Ils allaient chercher dans les campagnes les champignons, les herbes, les pommes de terre, elle les vendait. Puis en plus, avec l'expérience, des vêtements achetés chez des grossistes. Ils ont acquis une maison sur un grand terrain dans un nouveau quartier de la ville. Son mari, par son don de bricoleur, n'arrêtait pas de l'agrandir avec l'aide de ses fils déjà adultes. Elle a payé ensuite des études à tous les enfants. Elle a perdu un fils lorsqu'il avait 16 ans. Je me rappelle bien de Roman. Il était mort d'une insuffisance rénale. J'ai eu l'impression qu'elle portait un voile de culpabilité. Même si à la retraite, Nadège tient encore
3 commerces en ville, toujours soutenue par les enfants et ses belles filles. Cette petite femme a aidé ses enfants à acheter des terrains, à construire des maisons. Je suis heureuse pour elle et fière. Dents serrées, ma mère m'a toujours dit que je lui ressemblais beaucoup, trop à son goût. Denis. Un repas plus tard et quelques larmes d'émotion, nous voilà partis chez Denis, son fils. Né en 1987, il n'avait que 7 ans lorsque je l'ai vu pour la dernière fois. « Ah, я помню тебя у бабушки. »« Oh, je me rappelle de toi chez la grand-mère, » m'a dit-il en souriant aimablement. J'ai eu un très bon contact avec mon neveu retrouvé. D'une allure gaie et généreuse, il m'a montré la ville, a raconté la Nouvelle-Russie. Nadège m'a confié que Denis était comme mon père, doux, prêt à aider. Elle l'a dit en chuchotant. J'étais profondément touchée d'avoir un petit détail aussi intime sur mon père. C'est Denis qui a pris une journée pour me conduire au travers d'un paysage enneigé chez mon oncle à 250 km, puis jusqu'au mon village natal. J'ai vu combien les villages qu'on traversait étaient abandonnés. Exode rural. Les gens partaient en ville, cherchaient du travail et surtout une vie plus facile. Sa femme Olga était avenante, souriante. Denis a un fils, Vladimir, et son premier mariage, et 2 enfants avec Olga, Ruslan et Pauline, qui sont adorables. Sa formation de cuistot, la passion qu'il a de cuisiner et de créer des plats, nous a amené à songer à un projet d'ouverture d'un restaurant à Abakan, la petite France. Il est cuistot comme mon fils aîné qui, après 3 ans d'études, passionné de droit, d'un coup change d'orientation et se tourne vers un CAP de cuisine et commence à bâtir une véritable carrière. Maintenant, imaginez un lieu chaleureux, sur les murs les photos de Moulin Rouge, des champs infinis de lavande, Marilyn Monroe, Edith Piaf, Louis de Funès, Gérard Depardieu, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel évidemment, une maison au volet bleu, un vieux vélocipède et une mobilette rose. Denis devait venir en France pour me rendre visite à son tour et faire un stage dans un restaurant dont je connais le patron. Il n'a pas pu venir. Les personnes qui ont un crédit, et c'est le cas de Denis, n'ont pas le droit de quitter la Russie. Il faut d'abord le rembourser et ensuite il est possible d'obtenir un visa. Peu de Français pourraient voyager si ceci était appliqué en France, n'est-ce pas? Dans les années 90, l'époque bien particulière que j'ai déjà évoquée, beaucoup de personnes ont monté des grandes magouilles de tout genre. Alors maintenant, tout est très surveillé. Ayant pris des gros crédits en Russie, les gens immigraient pour s'installer à l'étranger. Il y en a qui créaient des banques, prenaient l'argent et allaient vivre sur les îles. D'autres qui vendaient des appartements sur plan et amassaient des sommes phénoménales pour partir sans jamais livrer le produit. Bref, j'ai déjà commencé à écrire un livre sur cette période et l'extraordinaire créativité des Russes, d'un peuple qui sortait d'un dur régime et avait d'un coup des possibilités multiples pour s'enrichir. Le faisait à tout prix. Pas de morale, pas de pitié. Le plus malin gagne. Je meurs d'envie de vous parler du projet La Petite France, car je le trouve évidemment fantastique et qui sait, vous allez peut-être le réaliser ou bien devenir des sponsors de ce business. Ensemble, on est toujours plus fort, plus riche, plus intelligent et plus rapide. Je pense qu'au-delà du nom attrayant de ce beau futur restaurant, il faut dire, souligner et insister sur le fait que les Russes aiment manger. Oui, les Français aiment également manger, pourriez-vous me dire, mais les Russes, c'est encore beaucoup pire. Pour écouter la suite, cliquez sur la playlist dans la description et venez écrire votre histoire avec nous en stage d'écriture.